BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h18 et mon invité c'est Thibault Langsad. Bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît à la fois comme patron successful avec cette entreprise qui vient de décrocher il y a quelque temps un contrat avec le gouvernement américain. Lumines, c'est le nouveau nom de Jouve, mais vous êtes un patron qui s'investit pour l'intérêt général et notamment qui a accepté une nouvelle fois une mission du gouvernement jeudi ou vendredi dernier sur justement le développement de la participation, l'intéressement, en tout cas comment on partage la valeur ajoutée mieux aujourd'hui. On peut dire que vous avez vu les infos, là, les profits records, 12 milliards pour LVMH, peut-être 15 milliards pour Total dans une semaine. Vous avez vu ce que dit Bruno Le Maire. Il est temps que ça se répercute en espèces sonnantes et trébuchantes pour ceux qui travaillent. Laurent Berger qui dit il est temps que le patronat comprenne qu'il faut rendre un peu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux phrases ? Oui, et puis surtout, au moment où on parle d'un capitalisme un peu rénové, je pense qu'il faut reposer les bases du partage de la valeur. Et il y a deux choses. Il y a les rémunérations, probablement qu'il va falloir traiter différemment, surtout dans un contexte inflationniste. Et donc je pense que les augmentations de salaire en moyenne seront entre 3 et 4%. Vous avez vu, c'est vrai et pas vrai ? Parce qu'il y a les premiers retours de certaines fédérations ou d'entreprises, c'est pas aussi généreux que ça finalement. Non, mais il y a des entreprises qui ont souffert. Ils sont même pas l'inflation. Ouais. Les entreprises qui ont souffert. Ouais. Alors dans les banques, les salaires sont quand même largement plus élevés que la moyenne des Français. Ils font des gros profits. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas les augmenter. Et ils font des gros profits. Mais en tout cas, il y a deux choses qu'il faut dissocier. C'est la rémunération liée au salaire. Et là, ce sont des négociations qui vont s'opérer dans les entreprises. Et puis ouvrir un sujet qui est le sujet du partage de la valeur. Ouais. Et le partage de la valeur, il s'opère sur deux leviers, qui est l'intéressement, qui sont des objectifs qu'on fixe à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, une fois que ces objectifs sont atteints, avec des aléas, il y a une rémunération complémentaire, mais surtout d'ouvrir le chantier de la participation, parce que là, c'est bel et bien au plus proche du résultat comptable de l'entreprise et au plus proche du dividende. Caractère obligatoire de la participation. Alors, c'est un caractère obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Ça a changé récemment. Non, ça reste toujours obligatoire pour les entreprises de plus de salariés, mais pas forcément pour les entreprises de moins de 50 salariés. C'est facultatif. Et c'est ce seuil de 10 dont on commence à parler, c'est-à-dire d'abaisser. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ce serait trop contraignant pour les PME ? Je pense que c'est une équité. Je pense que si on veut réconcilier avec le capital, réconcilier une partie des Français avec l'entreprise, et notamment sur ce genre de débat, je pense qu'il va falloir y venir. Ouais. Je pense qu'une partie de la richesse produite par l'entreprise doit être partagée et uniquement pas que par le salaire. Et c'est pour ça qu'il faudra probablement étendre la participation à toutes les entreprises, faire en sorte que la participation ça sera sans doute votre préconisation, toutes les entreprises de plus de 10 salariés. Oui, pour les entreprises de moins de 11 salariés, je pense que le gouvernement doit maintenir la prime PEPA, elle est plébiscitée, on va dire, par tous les chefs d'entreprise, par toutes les organisations. Mais je pense que sur les moins de 50, il y a quand même 150 000 PME exportatrices qui sont positionnées, il va falloir l'étendre, probablement trouver une règle de participation qui soit plus adaptée, plus audible, plus compréhensible à la fois pour les salariés et pour les chefs d'entreprise. Je pense que c'est un enjeu fort au moment où on parle du pouvoir d'achat. Et je regrette d'ailleurs que ce ne soit pas un débat extrêmement mis sur le devant. On parle beaucoup des salaires et pas suffisamment du partage des richesses. Alors on peut rentrer dans le détail. On est sur l'antenne où on a le droit de le faire. Vous dites qu'il faut changer les règles de la participation pour qu'elles soient plus claires et qu'elles correspondent mieux à la perception effectivement de la rentabilité de nos entreprises. À quoi vous pensez quand vous dites ça ? Alors je pense qu'il faut... Alors la formule barbare, elle est bridée et nous pouvons la débrider en supprimant le 1,5. Alors je vais le redire, je vais essayer de le dire calmement. La règle de la participation, c'est le bénéfice net comptable de l'entreprise, moins 5% des capitaux propres, fois 1,5, multiplié par la masse salariale divisé par la valeur ajoutée. Alors la formule peut paraître barbare, je vous le confirme. Mais c'est ni plus ni moins une quote-part du dividende. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus simple, Thibault Langsad ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un dividende salarial, je crois que c'est votre expression d'ailleurs, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, puisqu'aux actionnaires on distribue telle part, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas, je sais pas, 20%, 30% pour les salariés ? Alors, c'est ce qu'avait préconisé un grand chef d'entreprise, qui était Serge Dassault, qui avait dit un tiers. C'est ça. Bon, le problème, c'est que les entreprises, elles sont plurielles, elles sont grandes, petites, industrielles, et les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, y compris pour le dividende. En revanche, ce qu'on peut faire pour les entreprises de moins de 50 salariés, peut-être même pour davantage, c'est de trouver un pourcentage
du bénéfice net comptable. C'est-à-dire, au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Après, une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas mécaniquement dire un tiers, c'est que vous ne pouvez pas verser en participation plus du montant du forfait de la sécurité sociale, c'est-à-dire à peu près 30 000 euros. Et il ne faut pas non plus qu'il y ait une cannibalisation sur les salaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que... C'est ce que disent les syndicats. C'est ce que disent les syndicats. Ils disent, attendez, si on fait du dividende, ça va nous empêcher. C'est pour ça qu'il faut des règles. C'est pour ça qu'il faut des règles et que vous ne pouvez pas mettre nos limites pour dire, je vais mettre toute la rémunération en participation. Mais oui, il faut faire plus simple pour les TPE, PME. Et puis pour les grandes entreprises, il faut supprimer le 1,5 qui aura pour conséquence de doubler le montant de la participation. Aujourd'hui, le montant moyen de la participation pour un salarié, c'est à peu près 1 500 euros. Et donc, c'est un mois de plus, 3 000 euros, qui sera donné à des collaborateurs. Et si on le rebaptise, et si on dit le dividende salarié, c'est du cosmétique ou on peut vraiment changer la philosophie du système? Je pense qu'on peut vraiment changer la philosophie du système. D'abord, le général de Gaulle parlait de dividende travail. Quand on regarde la loi, c'est du dividende travail, la participation. Voilà, le débat est en train de monter progressivement. Les dividendes qui vont être mis sur la table, dont on est en train de calculer, puisque les comptes ne sont pas totalement arrêtés. On voit bien que chez certains syndicats, chez beaucoup d'hommes politiques, on va considérer que ces sommes sont injustes, spoliation auprès des collaborateurs. Vous allez voir que les prochains jours et les prochaines semaines, quand on va voir effectivement les résultats des grands groupes, comme notamment Total, en plein débat sur l'énergie, vous imaginez la pression qu'il y aura sur Patrick Pouyanné. Exactement. C'est pour ça que si on appelle ça dividende salarié et que c'est une quote-part qui est donnée aux collaborateurs, eh bien on va réconcilier les Français avec le capital. Et je pense que c'est une mesure d'équité. C'est pas uniquement de la sémantique. Il faut doubler les montants, les rendre plus accessibles et puis surtout l'étendre à toutes les entreprises. Alors au début de notre entretien, vous parliez de l'autre volet, de la partage de la valeur ajoutée, que celui des salaires. Donc on verra comment vont se passer effectivement les NAO, les négociations salariales dans les fédérations et dans les entreprises. Mais on voit que dans le débat présidentiel, bizarrement, c'est plus sur ce volet-là. Je pense par exemple à Valérie Pécresse, avec cette promesse d'augmenter le salaire net de 10%. Elle est en train un peu de changer le mécanisme. Mais est-ce que c'est le rôle des politiques de se mêler, effectivement, de hausse de salaire? Non, ce n'est pas leur rôle, mais la tentation est permanente, puisqu'ils interagissent. D'abord, ils régulent le SMIC. C'est à la main du gouvernement. Et puis, depuis, on va dire, plus d'une vingtaine d'années, le gouvernement veut être présent sur ce terrain, au travers du pouvoir d'achat, parce que c'est un instrument politique. Et donc, il a cette tentation de réguler, ou en tout cas de définir des règles. On avait à peu près réussi à l'éviter avec le pacte de compétitivité et le CICE. Mais, en échange de création d'un million d'emplois. Alors, il y a eu ces créations d'emplois, puisqu'il y a à peu près plus de 800 000 emplois nouveaux qui ont été créés à l'issue de la mise en place du pacte de responsabilité. Mais on voit qu'on est à la frontière. Ce que demandent les entrepreneurs, c'est de baisser les charges sur les entreprises pour pouvoir augmenter progressivement la productivité, par conséquent les salaires. Justement, on peut parler des propositions et du MEDEF et de l'IMM de baisser les impôts de production. On en parle du chiffre de 35 milliards d'euros maintenant. Ça serait quoi la contrepartie, selon vous? Ça doit être quoi la contrepartie? Est-ce que ça doit être la création d'emplois ou ça doit être des hausses de salaire? Et pourquoi une contrepartie? Parce que le gouvernement ne va pas lâcher 35 milliards d'impôts sans... Oui, mais vous voyez, c'est ça qui pose problème, c'est que la contrepartie, elle biaise le débat. Parce que, à côté de ça, les entreprises, elles sont cycliques. C'est difficile de s'engager sur des créations d'emplois. C'est difficile de s'engager sur des augmentations de salaire. C'est inhérent à chaque entreprise. Et cette contrepartie, elle n'est pas saine. Alors, je comprends bien le politique quand il dit, moi, je fais des réductions d'impôts. J'ai quoi en échange? Et puis, il a un budget aussi, le politique. Ça, c'est intéressant parce qu'il a un budget. Ces 35 milliards, ils servent à financer les services publics. Quand on parle des réductions, par exemple, de cotisations sociales, les dégrèvements, encore une fois, Pécresse, elle veut augmenter, aller au-delà, ça fait des recettes fiscales sociales, en moins notamment pour la Sécu. Oui, non, mais c'est très vrai. Mais si je reviens sur les contreparties, c'est un peu trop facile. Et puis les politiques adorent ça, parce qu'ils ont le sentiment de donner sous condition, et c'est probablement plus audible dans une campagne électorale. La réalité, c'est que c'est très compliqué à mettre en œuvre. Oui, mais comment on finance si on a... Alors ça, c'est un autre point. C'est que le vrai sujet, c'est de savoir
quels sont les coûts de la protection sociale, hein, c'est plus de 500 milliards sur la protection sociale. On a quand même un système qui est le plus généreux au monde, que ce soit sur l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, la politique famille, l'assurance chômage, et donc de savoir comment on peut continuer à financer cela, soit au titre de la solidarité, soit au titre des impôts. Et aujourd'hui, c'est un système au titre de la solidarité entre les mains des partenaires sociaux. Ça, c'est bien ou pas? Mais Est-ce c'est que vous voulez plutôt pas mal. Est-ce que vous voulez l'étatiser? Est-ce que vous voulez que l'État reprenne la main et fasse de la TVA? C'est-à-dire que, imaginez une seule seconde que l'État reprenne la main sur l'assurance chômage et que à chaque année, au travers d'un PLFSS, il va calculer le montant des indemnisations, la durée. Je pense que les partenaires sociaux, malgré leur diversité, sont plus responsables, y compris sur les retraites complémentaires, y compris sur la formation. Et c'est, on va dire, ce paritarisme-là qu'il faut conserver, qu'il faut probablement rénover, mais qui fonctionne. Vos propositions pour un meilleur partage de la valeur ajoutée, c'est pour avant ou après l'élection? Écoutez, moi, j'avoue que je suis un peu surpris que le gouvernement ait prolongé ma mission. Ouais. J'ai publié un manifeste qui était un peu en marge. Vous l'avez accepté, votre mission? Je l'ai accepté, ce qui prouve en tout cas que mes idées percolent. Elles percolent. Vous rendez quand le rapport? Alors moi, je ne rends pas un rapport pour le moment. Je vais faire en sorte que les partenaires sociaux, c'est-à-dire les branches professionnelles, entament des négociations pour que dans les entreprises de moins de 50, on puisse trouver des accords types pour l'intéressement. C'est une sorte de médiateur. Exactement. Thibault Langsad, donc ambassadeur pour développer, c'est votre titre, la participation et l'intéressement des salariés dans les entreprises, PDG par ailleurs du groupe Lumines. Merci d'avoir été avec nous ce matin.